La quotidienne vous est présentée par Microsoft. Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, ce devait être un lundi matin comme les autres, mais au début de ce cours de sciences économiques et sociales, Camélia Kérédine, qui est alors lycéenne, apprend la mort de son ami Mehdi. C'est un séisme qu'elle raconte et surtout qu'elle documente dans La mort est une amie d'enfance sur Arte Radio. Très beau documentaire, elle est l'invitée du Grand Oral. L'Anti-Sèche de Marine Plantec, l'Anti-Sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes d'histoire aujourd'hui, celle de la Seconde Guerre mondiale, au chapitre de la Shoah pour une actu anniversaire, les 80 ans de la libération du camp de concentration de Natzweiler-Struthof, un camp situé sur le territoire français. Rendez-vous en fin d'émission avec Amélie Paris, elle vous racontera, elle, les années collège. Zoom aujourd'hui sur les alphas, c'est le nom de la génération qui succède, c'est logique, à la génération Z. On est reparti à zéro, la quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti. Grand Oral. Camélia Kérédine, bonjour. Bonjour. Vous signez pour Arte Radio un très beau documentaire intitulé « La mort est une amie d'enfance ». On va évidemment en parler, mais d'abord on plante le décor et on écoute le teaser. J'avais 15-16 ans ce jour-là, franchement, je me souviens même plus. C'était un lundi matin, une journée banale de cours de sciences économiques et sociales. Et voilà qu'on vient nous annoncer une mauvaise nouvelle. Notre prof nous explique qu'un camarade de classe est mort durant le week-end. Je m'en souviendrai toute ma vie. Il était face à nous et il nous a dit « Mehdi est mort, d'un accident ». J'ai rien compris à ce qui se passait. Le prof était désemparé, mon corps s'est figé tout entier et on s'est tous regardés avec les autres. Mais il n'y avait pas un mot. Juste le silence. Un silence de fou malade. À suivre sur Arte Radio. Camélia Kérédine, ce silence de fou malade consécutif à la mort d'un ado dont on était l'ami, ce silence, vous l'habitez dans ce documentaire de 43 minutes qui donne la parole à des personnes qui ont vécu la même expérience que vous et à la psychologue Marie-Frédérique Baquet. Mais je veux bien qu'on y reste sur ce silence, parce qu'il revient dans tous les témoignages. Absolument, c'est quelque chose. Vous auriez pu faire 43 minutes de silence. En vrai, ouais, absolument, parce que c'est un peu le fil rouge de tout ce documentaire, c'est le silence, c'est le manque d'accompagnement, c'est qu'est-ce qu'on fait face à la mort, qu'est-ce qu'on fait face au deuil d'un ami qui nous est très proche. Donc effectivement, je voulais vraiment que ça se ressente même dans la réalisation, ce moment de solitude, parce que quand on est face à ce genre d'épreuve, on se sent bien seul. Le silence, et puis après le silence, parce qu'il finit par s'arrêter, là, il peut tout y avoir. Les pleurs, les rires, les explications, tout. Mais pour moi, c'était important de faire ce documentaire pour vraiment mettre en avant le fait qu'il n'y a pas une seule manière de faire son deuil. Et surtout, quand on est enfant, on n'est pas encore... on conscientise pas forcément les choses, on n'arrive pas trop à comprendre ce qui nous arrive, on n'arrive pas forcément à verbaliser. Et pour moi, c'était absolument essentiel de montrer qu'il y avait plusieurs réalités. Donc effectivement, dans le documentaire, on le voit très bien, on l'entend très très bien. Il y a des personnes qui vont rigoler après la mort, après cette annonce qui est assez exceptionnelle et inédite. Il y en a qui vont s'effondrer, être dans un silence profond. Il y en a qui vont être dans une indifférence totale. Donc c'était important d'avoir une psychologue, donc Marie-Frédérique Baquet, dans ce documentaire, pour qu'elle vienne en fait répondre à ces interrogations-là et surtout rassurer un petit peu les adultes pour leur dire il n'y a pas une seule manière de vivre son deuil, en fait. Et c'est OK. Parce que ils sont 5, je crois. Il y a 3 témoins que vous avez interviewés. Il y a 3 témoins. C'est ça. Avec Marie-Frédérique Baquet. Et plus vous qui témoignez de temps en temps de l'histoire. Voilà, ça fait 5 voix, effectivement. 4 histoires. Mais les 3 autres que vous, c'est comme vous, ils sont adultes. On ne sait pas quel âge ils ont, d'ailleurs, en écoutant. Mais on se rend compte qu'il y a au moins 5, 10, peut-être plus d'années qui se sont écoulées. Ils en parlent au présent. Ce qui est intéressant, c'est que moi, je voulais vraiment pas forcément avoir un maximum d'informations sur qui ils étaient. Je voulais que tout le monde puisse s'identifier sur leurs histoires, concernant leurs histoires, leur vécu. Et donc, il y a un peu une idée d'anonymisation des personnages. Donc, on ne sait pas trop quel âge ils ont, à quel moment... Bon, on arrive un peu à situer à quelle période c'était. Mais effectivement, ce sont tous des adultes. Ils ont entre 30 et 35 ans. Et ce qui est assez impressionnant, c'est qu'on a tous l'impression que ce sont encore des enfants. Ils vont utiliser un vocabulaire assez enfantin. On sent qu'ils vont se plonger dans des souvenirs. Donc, ils ont entre 30 et 35 ans.
mais ils ont vécu ça soit au collège, soit en primaire, soit au lycée. Et ce qu'explique, Primaire, collège, lycée. Et ce qu'explique Marie-Frédérique Baquet, c'est que l'expérience du deuil brutal, parce que ça, il faut le préciser, ce ne sont pas des deuils, j'allais dire qu'on peut attendre, c'est-à-dire il y a une maladie, à un moment donné, on peut craindre que, et la personne meurt. Non, à chaque fois, ce sont des morts brutales. Tes potes, c'est ton monde, elle explique. C'est donc quand même très singulier, notamment à l'adolescence. Tout s'effondre. Absolument, parce que pourquoi aussi j'avais envie de faire ce documentaire-là, c'est que j'avais l'impression quand même que le deuil des enfants, ou en tout cas les ressentis des enfants, des adolescents, c'était pas quelque chose qu'on mettait forcément en amont, qu'on mettait en avant. Et l'autre chose aussi que j'avais envie de mettre en avant dans ce documentaire, c'est la puissance de l'amitié à cet âge-là. C'est quand même extraordinaire. Enfin, je sais que moi, l'amitié, personnellement, c'est quelque chose qui c'est l'une des plus belles relations au monde. Alors, ça fait un peu très naïf, mais vraiment, ça m'a totalement construite, et je le dis dans le documentaire. Et du coup, je pense que la douleur qu'on ressent quand on perd son pote, comment dire ça, c'est proportionnel à l'amour qu'on a en fait pour ces personnes-là. Donc, bien évidemment que quand ton pote meurt, t'es détruit. Et c'est un morceau de l'avenir qui disparaît aussi, parce qu'on s'imagine, je ne sais plus là encore qui le dit dans le documentaire, pardon, mais j'ai noté la phrase « faire sa vie ensemble ». On est censé faire sa vie ensemble. C'est pas la suite logique en fait. On s'attend pas du tout à ça. On a plein de projets, on s'imagine toujours, et ils le disent très bien dans le documentaire, qu'est-ce qu'il aurait fait à cet âge-là s'il avait été encore présent. On a plein de fantasmes. Oui, parce que le dialogue se poursuit en permanence en fait. La mort n'arrête rien de ce point de vue-là. Absolument. Enfin, je sais que moi, ce que je trouve puissant dans l'amitié, c'est ces conversations qu'on a posées sur un banc tard le soir, où on fantasme un petit peu notre avenir, ce qu'on va faire, est-ce qu'on va se marier, est-ce qu'on va avoir des enfants, est-ce qu'on va devenir footballeur. Donc tout ça, en fait, ça nous fait absolument kiffer. Donc bien évidemment que quand on nous annonce que notre pote est plus là, qu'est-ce que ça veut dire aussi de nous, quoi, et de notre réalité. Et il retrouve, vous l'avez dit, mais je veux bien qu'on y revienne, parce que ça vous frappe et vous le relevez dans le documentaire, des mots d'enfants, des mots d'adolescents pour en parler. Oui. Et elle l'explique d'ailleurs, ça a une explication, Marie-Frédérique Baquet. Oui, absolument. Pour être très honnête avec vous, moi, c'est ce qui m'avait marqué dès le départ. Je ne m'attendais pas, quand j'ai mené les enregistrements, à avoir des adultes qui utilisent un petit peu un champ lexical très enfantin, très naïf, très intime. Donc ça m'a vraiment beaucoup émue, et je sais qu'après avoir fait ces enregistrements-là, cette question, elle m'obsédait un petit peu, et je voulais la poser à la psychologue. Mais pourquoi ils me parlent de leur amoureux, de leur petit kiff? Enfin, vraiment, ils utilisent un champ lexical très attachant, très mignon. Et elle me dit très simplement, et c'est assez fort, elle me dit, mais en fait, c'est normal, parce qu'ils sont restés figés à ce moment-là. Ils sont restés bloqués à ce moment-là. Et du coup, ils vous parlent avec la maturité émotionnelle qu'ils avaient à cet instant T. Et ça, c'est incroyable. Et c'est dire à quel point l'emprise est forte. Vous-même, d'ailleurs, vous retrouvez ça quand vous vous livrez dans le documentaire? Pas tellement, un peu moins. Il y a un petit peu plus de distanciation. Il y a plus de distance, mais parce que je voulais vraiment mettre en avant les autres discours. Moi, je voulais juste être un peu un fil rouge pour qu'on voit un petit peu le point de départ de la réflexion. Je trouve que c'est toujours intéressant de se dire, OK, pourquoi d'un coup on parle de ce sujet-là alors que d'habitude tout le monde s'en fiche. Donc, je me mets un peu en retrait. Mais c'est vrai que c'est peut-être pas forcément la même intensité, parce que moi, c'était un camarade de classe, et justement, j'avais voulu faire ce documentaire-là parce que j'avais cette question en tête. Moi, ça m'a complètement marquée. Alors, comment ça se passe quand tu es vraiment son meilleur ami? Et du coup, c'est pour ça que j'ai vraiment voulu le faire, ce documentaire. La mort est une amie d'enfance, un documentaire Arte Radio signé Camélia Kéredine. On le retrouve évidemment sur la plateforme Arte Radio et sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Il a été mis en ligne il y a quelques semaines, le 31 octobre 2024, réalisé donc par Camélia, qu'on va retrouver dans quelques instants après l'Anti-Sèche et Charlie Marcelet. Mais donc pour l'heure, l'Anti-Sèche, Marine Plantec. Marine, bonjour. Bonjour Emmanuel. On est dans cette Anti-Sèche qui fait résonner l'actualité avec les programmes en novembre 1944. C'est une actualité anniversaire. Les Alliés découvrent le seul camp de concentration ayant existé en France pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est le camp de Natzweiler-Struthof. En effet, on remonte 80 ans en arrière. En plein mois de novembre, les Américains arrivent à Natzweiler. Natzweiler en français, la ville a été germanisée. Nous sommes en Alsace annexée, à une 60aine de kilomètres au sud-ouest de Strasbourg. Et sur 5 ans d'existence, ce camp découvert du Struthof
a vu transiter 52 000 déportés. 22 000 d'entre eux sont morts. Pour vous donner une idée, on est sur un taux de 40% de mortalité, ce qui fait de lui l'un des camps les plus meurtriers du système concentrationnaire nazi. En dehors évidemment des camps d'extermination, ce sont des chiffres très impressionnants. Ils témoignent de l'horreur des camps, des marches de la mort qui arrivent à la toute fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais dans un premier temps, l'objectif de la création de ce camp par les Allemands, c'est de marquer l'empreinte du régime sur les territoires annexés. Tout à fait, mais pas que. Les déportés qui sont enfermés au Struthof servent également de main-d'œuvre gratuite pour l'Allemagne. D'ailleurs, en mai 1941, lorsqu'ils choisissent d'installer le camp à cet endroit, ce n'est pas anodin, c'est stratégique. Nous sommes juste à côté d'un filon de granit rose, ce qui servira aux constructions architecturales d'Hitler. Et dans la main-d'œuvre du camp, on retrouve des prisonniers de guerre, des déportés politiques anti-nazis, des résistants, des déportés raciaux, juifs et tziganes, des homosexuels. Toute cette population subit une organisation maniaque des Allemands destinée à leur faire perdre leur identité. Guillaume Dandelot, ancien directeur du Centre européen du résistant déporté, nous avait expliqué d'ailleurs les contours sur ce plateau. C'était le 26 janvier dernier. Le camp s'organise, se rationalise et effectivement les Allemands qui sont très tatillons administratifs créent des distinctions en fonction des catégories avec des triangles de couleurs différentes. Le déporté perd son identité, il devient ein Stück, un morceau. Il porte un numéro, une couleur, on le déshabille, on le rase complètement, intégralement, on lui donne d'autres habits. On lui apprend à se contrôler dans le camp, à apprendre son numéro par cœur en allemand. Tout est fait pour le déstabiliser, pour lui faire perdre son identité et pour éviter effectivement qu'il se révolte. Un peu plus tard, pendant la guerre, une cinquantaine de camps annexes ont également été créés autour du Struthof pour participer à l'effort de guerre. Guillaume Dandelot. Les besoins économiques vont être de plus en plus importants, et particulièrement pour l'industrie de l'armement, ce qui fait qu'on va se créer progressivement un certain nombre de ce qu'on appelle des camps annexes, qui sont des camps de concentration qu'on établit auprès d'entreprises pour favoriser la production. Et il y en avait plusieurs dizaines autour du Struthof. Il y en avait plus de 50 autour du Struthof. Cela correspond effectivement à la fin de la guerre. Les forces de production allemandes sont sur le front, donc on a besoin de bras. Et c'est là où on mobilise intégralement tous les camps en faveur de cet effort de guerre. Des camps annexes qui, par ailleurs, ont continué à fonctionner quelques temps après la découverte du Struthof par les Américains. En précisant, Marine, qu'en plus de main-d'œuvre, ces déportés servent également de cobayes pour l'université voisine. Ça aussi, nous l'avait raconté à Guillaume Dandelot. Tout à fait. En effet, l'horreur, elle ne s'arrête pas aux conditions de vie abominables dans le camp. Des professeurs de l'université de Strasbourg mettent en place, avec l'Alcor de l'Allemagne, un certain nombre d'essais scientifiques. Des expériences sont réalisées sur les déportés, notamment sur le typhus, qui est particulièrement présent au Struthof, comme dans les lieux qui ont une forte concentration de population. Les effets de gaz de combat sont également étudiés, mais l'atrocité va encore plus loin. On écoute à nouveau Guillaume Dandelot. Auguste Hirt, qui a été nommé à la Reich-Université de Strasbourg, convainc Himmler qu'il serait intéressant quand même aussi d'avoir des squelettes juifs. Pourquoi ? D'abord pour essayer peut-être de montrer la différence, puisque la question des races reste permanente. Des nazis. Mais aussi, et c'est là où ça nous ramène aussi vers la Shoah, c'est-à-dire de se dire que le but quand même, c'est que tous ces juifs soient éliminés. Donc, au moment où il n'y en aura plus, gardons un certain nombre de squelettes pour montrer ce qu'ils ont été. C'est finalement avec un nombre de 86, puisqu'ils ont été 86 hommes et femmes à être gazés dans une chambre à gaz aménagée spécifiquement pour ça, au camp, et après les corps ont été emmenés à l'université. C'est un nombre comparativement relativement réduit dans les 6,5 millions, mais qui est très symbolique par l'objectif ultime finalement des nazis. Tout cela cesse peu de temps avant l'arrivée des Américains, puisque les Allemands ont vidé le camp de ses occupants et de ses archives. En novembre, lorsque les Alliés débarquent, le camp de Natzweiler-Struthof est donc vide. Seul le matériel est resté, comme si les SS comptaient revenir un jour. Merci beaucoup, Marine, pour ce rappel. Et on rappelle aussi que le mémorial du camp de concentration de Natzweiler-Struthof se visite. Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur le site dont l'adresse s'affiche normalement dans quelques secondes. Sur le bandeau, allez, je vous le donne, struthof.fr, struthof.fr. Et puis si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aussi retrouver l'intégralité de l'entretien avec Guillaume Dandelot dans les replays de School TV. La mort est une amie d'enfance, c'est un documentaire Arte Radio, documentaire de Camélia Kérédine. Il a été mis en ligne tout récemment, réalisé avec Charlie Marcelet, et Camélia est l'invitée du Grand Oral, on la retrouve.
Camélia, perdre un ami quand on est enfant, adolescente ou toute jeune, ça laisse évidemment des traces à long terme, vous l'avez dit, mais il y a quand même cet impact à très court terme qui, dans un premier temps, on ne sait pas vraiment quoi faire, quoi dire à la famille, quoi dire aux amis. On est tout paumé. Oui, absolument, c'est le néant total, parce qu'encore une fois, il y a le caractère inédit face à la situation. Donc, on ne sait pas comment réagir, comment faire, est-ce qu'on doit en parler, pas en parler, quelle place on doit prendre durant ce deuil. Et ce qui est assez alarmant, c'est de voir le manque d'accompagnement de la part... ouais. C'est un peu le désert autour de vous. Hein. Les adultes, ils ne vous disent pas grand-chose, et pas que à vous. Oui. Les autres que vous avez interviewés, c'est pareil quand même. Oui, absolument. Moi, je sais qu'on m'avait dit qu'il y avait une psychologue apparemment sur place le jour de l'annonce de Mehdi. Je ne l'ai jamais vue, je ne sais pas qui elle est. Elle n'est pas venue se présenter à nous. Et encore une fois, quand on est un adolescent au lycée, bon, le mot psychologue, il nous fait un petit peu peur. On n'est pas du tout préparé à aller voir un professionnel. Donc effectivement, qu'est-ce qu'on fait face à cette situation? Et ce qui revient souvent dans le documentaire, ouais, c'est cette idée de manque d'accompagnement de la part des adultes. Mais je dirais que les adultes aussi ont l'air plutôt dépassés par la situation. Donc soyons aussi indulgents. Ouais, vous êtes trop sympa avec... vous êtes adulte maintenant, mais avec les adultes de l'époque. Marie-Frédérique Baquet, elle dit finalement, la psychologue, qu'il faudrait anticiper. Elle dit qu'il faudrait enseigner la mort. Oui, absolument. Elle le dit très justement. En fait, elle dit, je ne pense pas qu'il faille absolument bombarder les enfants, les adolescents d'informations concernant la mort, ne pas les mettre dans une situation d'anxiété ou d'angoisse totale. Mais on peut parler de la mort comme on pourrait parler d'absolument tous les autres sujets. L'idée, c'est un peu de la banaliser pour qu'on soit le plus préparé possible. Alors bien évidemment, quand ça nous arrive, quand on a un décès autour de nous, c'est forcément pas la même chose, bien exactement. Sûr. Mais elle dit que le plus tôt on enseigne la mort, le mieux en fait, on est moins désemparé par rapport à la situation. Et en tout cas, si vous nous regardez et que vous êtes adulte ou parent et que vous êtes confronté à la mort d'un ami, d'un de vos élèves ou d'un de vos enfants, il faut vraiment comprendre ça aussi. Elle y insiste dans le documentaire que pour l'enfant, l'autre est à la fois un miroir et une partie de soi. Ouais. C'est un truc psychique, hein, mais très très fort. En fait, donc ce qui part, c'est un peu de soi quand même, ce qui meurt à ce moment-là. Mais moi, la mort de Mehdi, donc mon camarade de classe, elle m'a marquée parce que c'était mon camarade de classe, parce que je l'avais vu quelques jours avant, parce qu'on était tous une classe très très soudée. Il était tellement fier de monter dans sa décapotable. Oui. Il était super fier, donc on était une classe très soudée. Mais moi, ce qui m'avait marqué aussi, c'est que naïvement, c'était la première fois que je rencontrais la mort aussi jeune. J'étais un peu naïve, et je pense qu'on est tous un peu naïfs à ce moment-là. On se dit que la mort, c'est un peu les grands-parents, c'est, comme vous l'avez dit très justement... Ce qui est le cas, ceci étant. Moi, j'ai regardé les statistiques sur les morts des moins de 18 ans quand on préparait l'émission. Effectivement, il y en a quand même extrêmement peu. Une partie de maladie, et puis l'autre partie, c'est ce qu'on retrouve d'ailleurs dans le documentaire, accident de la route, enfin accident en tout genre, mais notamment accident de la route et suicide. C'est vertigineux, c'est des chiffres qui donnent le vertige, mais c'est surtout que, en fait, moi, ce que j'ai réalisé, c'était que je faisais aussi la rencontre de ma propre mort, et tous, dans le documentaire, le disent, on fait face à notre propre vulnérabilité, à notre propre fragilité, à notre propre, c'est un peu philosophique, mais à notre propre place dans le monde. Ok, en fait, je peux mourir à tout moment, et c'est ça qui est un peu angoissant. En réalité. Et qui n'est pas simple à vivre. Ça a un impact pour certaines et certains sur la scolarité à très court terme. On a la tête ailleurs, on n'a pas envie d'aller en cours. Parfois, ça peut durer plus longtemps, ça peut déclencher des vraies crises. Nicolas, qui est dans le documentaire, le dit. En fait, j'ai décroché complètement. Et ce qui est intéressant pour l'anecdote, il n'avait pas du tout réalisé que c'était en lien en fait avec la mort de son ami. Pendant l'enregistrement, je lui ai demandé quel impact concret, quelles conséquences concrètes a eu sa mort sur toi. Et il m'a dit pas tellement. Ouais, pas tellement. Et puis la conversation a duré, puis il me dit mais en fait, j'ai pas eu le bac. Mais en fait, j'ai décroché. Mais en fait, j'allais plus au lycée. Et du coup, petit à petit, il faisait le lien. Ouais. Et tous, ça a été comme ça. Tous. Nicolas, il lui a écrit une lettre à son pote. Ouais. Ça l'a aidé. Alors bien plus tard, il lui a écrit. Bien plus tard. À son pote défunt. Bien plus tard. Nicolas, il me confie. Alors, Nicolas est très pudique sur ses sentiments, sur sa manière, de verbaliser ce qu'il ressent. Mais là, il s'est prêté vraiment à l'exercice parce que c'était un peu salvateur aussi pour lui, libérateur de mettre des mots sur ce qu'il a vécu. Et il me confie qu'il a écrit une lettre à son pote Samy. Une lettre où il lui a raconté sa vie, ses anecdotes, comme s'il était toujours présent. Et ça l'a aidé. Ouais, et ça l'a aidé. Il l'a jeté ensuite à la mer. Vous lui avez écrit, Mehdi, une lettre? Je lui ai pas écrit, mais je crois que je regrette un petit peu. À l'époque, vous n'aviez pas été à l'enterrement?
Non, en fait, j'ai été dans... Ni sur sa tombe? Non. Pourquoi? Parce Je me qu'il y a- permets de vous le demander parce que Ouais, vous le bien dites dans le docu. Hein, mais... Bien sûr, c'est beaucoup de pudeur. Ouais. C'est beaucoup de... Je ne sais pas quelle est ma place, je ne sais pas si je dois être présente, pas présente, est-ce que j'en fais trop, est-ce que j'en fais pas assez. Mais je savais pertinemment qu'il fallait par contre que j'aille dans tous les rassemblements organisés par la famille de Mehdi. Mais encore une fois, pourtant on était une classe entière, on se prévenait pas entre nous. Chacun y allait dans son coin. Il y avait énormément de pudeur et je pense juste une tristesse puissante qui fait que on s'est pas réunis, contrairement aux autres histoires où il y avait beaucoup de collectifs. Ouais. Nous, on y allait chacun dans notre coin, on était un peu discrets. Je pense que c'est beaucoup de pudeur, ouais. C'est la fin de l'enfance pour vous ou la fin de l'adolescence? Ah clairement, de façon brutale. Leïla, qui est une des participantes dans ce documentaire, elle le dit, mais en fait, moi, à cette époque-là, je matais les Harry Potter, je mangeais le goûter à 4 heures avec mes parents. Enfin, j'avais aucunement... c'était pas dans mon logiciel, la mort et la mort d'un ami. Donc ouais, c'est brutal, mais malheureusement, il y a un avant-après, ça c'est sûr. La mort est une amie d'enfance. Très beau documentaire Arte Radio signé Camélia Kérédine. Vous le réalisez avec Charlie Marcelet. Il est en ligne évidemment sur la plateforme Arte Radio, mais également sur toutes les plateformes de podcast. Camélia, vous restez avec nous si vous voulez bien. Ah oui, avec On va plaisir. s'intéresser à des encore plus jeunes. C'est la génération Alpha. Vous devez être Z, vous. Je suis une 95. On va demander tout à l'heure. Je sais Peut-être même pas. non, vous n'êtes pas une sorte d'Y. Amélie Paris. Amélie Paris, bonjour. Bonjour. On parcourt avec vous les années collège. Vous êtes, je le rappelle, professeur documentaliste au collège Maurice Utrio. C'est à Paris dans le 18e, en REP. Et à l'heure où on parle, vos élèves sont nés entre 2010 et 2014. Ils font donc partie de cette nouvelle génération, la génération Alpha. Qu'est-ce que cette génération Alpha ? Alors, ce que je peux vous dire, c'est que cette génération correspond aux enfants nés entre 2010 et 2024. Les plus âgés ont donc actuellement 14 ans et correspondent aux élèves en classe de 3e. Ce sont donc les premiers de la génération et les plus jeunes sont encore des petits bébés. Qui viennent de naître. Ouais, cette génération fait suite à la génération Z et elle est la première à être entièrement née au 21e siècle et ces alphas devraient, on leur souhaite, atteindre le 22e siècle. Ils sont plus de 2,5 millions à naître chaque semaine dans le monde et d'ici 2025, ils atteindront 2 milliards, soit environ un quart de la population mondiale. On était arrivé au bout de l'alphabet. Il faut dire qu'on a commencé avec Génération X. Invention de Douglas Coupland il y a quelques années. Donc ensuite, on a eu Y, Z. Pourquoi on ne dit pas A, par exemple ? Eh bien, alors, logiquement, oui. Bah ouais. On devait repartir au début de l'alphabet romain avec la génération donc A. Mais le terme alpha revient au chercheur en sciences sociales australien Mark McCrindle qui explique qu'il a retenu l'alphabet grec car la lettre alpha signifie aussi le commencement, le renouveau qui est parfait pour cette génération qui a commencé à exister en 2010, année de l'invention, de la création de l'iPad, d'Instagram. Et 2010, c'est aussi l'année où le terme appli a été désigné mot de l'année. Ils auraient pu prendre l'arrobase, genre génération A, ou j'en sais rien. Bref, ce qui définit en tout cas cette génération, c'est bien ça, c'est le rapport à la technologie. Oui, alors en partie, car contrairement aux autres générations, ils ne sont pas nés avec ces technologies, mais ils sont nés dedans. Et ils ont donc des comportements qui leur sont propres. Alors certains médias américains, dont le New York Post, se sont même amusés à recenser tout ce qu'un alpha ne vivra jamais et qui pourrait disparaître avec lui. Par exemple. Eh bien, guidés par des applications, ils ne se perdront jamais, ils n'auront plus à demander leur chemin à un inconnu. Ils pourraient ne plus utiliser le timbre postal avec l'utilisation systématique du courriel et les salles de fitness pourraient elles aussi disparaître au profit des coachs personnels. Alors selon McCrindle, ils sont la génération la plus instruite, la plus connectée et globalement la plus riche de tous les temps. Alors connectés, on s'en doutait. Ouais. 56% d'entre eux sont en quête d'une popularité en ligne. Certains sont même déjà des influenceurs connus comme Ryan Kaji et sa chaîne spécialisée dans le test de jouets, dont le nom revient souvent parmi les youtubeurs les mieux payés au monde. Il a aujourd'hui 13 ans, mais ça dure depuis ses 8 ans. Ok, génération connectée. Vous parlez déjà comme une zen ou une Y, on va pas dire les mots. Génération connectée, pour autant génération anxieuse aussi avec la place des écrans dans le quotidien. Oui, qui peut parfois entraîner moins de temps de sommeil, moins d'activité physique. Anxieuse aussi, puisqu'on lui prédit un avenir pas très gai. Avec le réchauffement climatique, ils vont vivre plus de canicules, plus de sécheresse, plus d'incendies. Mais tout n'est pas négatif, puisqu'on la considère comme une génération
génération comme une génération très ouverte, une génération qui évolue dans un monde en constante mutation et qui se positionnerait davantage. Donc la génération alpha n'est pas une génération perdue. Ok, si je veux rester connecté avec cette génération, vous avez quelques expressions à me donner. On a fait passer une sorte de test de boumitude la semaine dernière dans ces bureaux. J'ai eu 2 sur 20, donc je vous le dis tout de suite. On va voir, donc si vous êtes comme moi et que vous faites partie de la génération X, voici quelques expressions. Alors quand ils disent de quelqu'un qu'il a tout whippin. Ah, je sais. Ah, vous savez. Alors Il a tout mélangé. Il a tout mélangé, oui. Quand l'expression il a gagné 1000 dollars est utilisée pour parler. De charisme. Oui, c'est ça. Yes. Quelque chose qui est profitable à quelqu'un. Moins sympa, l'acronyme PNJ. C'est pour dire bête. Alors PNJ, c'est pour personnage non jouable, en référence aux jeux vidéo. Ouais, c'est pas mal la réponse. Oui, c'est pas mal. On l'utilise pour parler de quelqu'un qui sert à rien. En fait. C'est pas très sympa. Pour parler de quelque chose d'exceptionnel qui fait sensation comme un but au foot, ils diront c'est un banger. Bang, très bien. Quand on m'a fait passer le test de boumitude, j'ai lu le truc, j'ai dit un banger. Et ouais, comme quoi les révisions ça sert. Un banger. Et si vous entendez à la sortie d'une salle de cinéma le film, il était trop d'art, c'est qu'il était incroyable, remplaçant l'adjectif incroyable. Voilà, c'est presque tout sur la génération alpha. Merci beaucoup Amélie. Et moi je vous le dis, il y en a un autre qui est trop d'art, c'est le documentaire de Camélia, La mort est une amie d'enfance chez Arte Radio, documentaire qu'elle co-signe avec Charlie Marcelet, que je vous invite vivement à écouter. Merci beaucoup Amélie, merci beaucoup Camélia, merci beaucoup toute l'équipe, au maquillage Laure Audemont, à la préparation de l'émission Marine Plantec, Dylan Colère, Marine qui est en régie aujourd'hui aussi, Aude Kini est avec elle, et au son c'était Thibaut Goury-Lafont et Alice Pitavi à la réalisation. Vous restez sur School TV, vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux. La quotidienne vous a été